Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine Carrefour d'analyse, ce magazine de décryptage d'informations politiques. Nous sommes ensemble pour 60 minutes pratiquement pour parler des grandes questions d'actualité qui se posent en République démocratique du Congo. Première question, nomination d'Eden Kodjo comme facilitateur pour le dialogue politique en République démocratique du Congo. Il est même arrivé au pays jeudi dans la soirée, évidemment dans le cadre du travail qu'il attend pour mettre autour d'une même table les Congolais. Processus électoral, on en parle également dans ce numéro de Carrefour d'analyse. On va revenir sur de nouveaux rebondissements tant au niveau de l'opposition que la majorité opposition, avec cette dernière rencontre, Étienne Tshisekedi, Moïse Katumbi, avec certains acteurs de l'opposition appellent absence de l'un des acteurs de l'opposition, Vital Kamerhe. On va essayer de décrypter cela dans ce magazine que nous avons le plaisir de vous présenter avec notamment trois invités qui sont avec nous. Monsieur Augustin Abel Amundala représente la Vision nationale. Monsieur Amundala, bienvenue. Merci, c'est toujours un plaisir de se retrouver sur un plateau de télévision pour débattre des questions d'actualité afin d'édifier ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Merci. Bien, nous avons Monsieur Christian Kitungwa, président fédéral de ADER, parti politique de François Mouati-Chimbi. Monsieur Christian, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Merci encore une fois de nous avoir invités. Bien, la majorité, c'est M. Momo Moulapou, cadre du PPRD, communicateur MP qui nous fait l'honneur d'être avec nous. M. Momo, bienvenue. Merci de l'invitation et de l'opportunité. Bien, avec vous, on débute déjà ce magazine qui, justement, va ouvrir les hostilités par la question qui concerne la nomination d'Eden Kodjo comme facilitateur pour le prochain dialogue. Selon vous, quels sont les défis majeurs qui l'attendent? Je croyais que vous alliez commencer par la farine. Bah. Nous allons en parler. C'est l'une des questions majeures dans laquelle ce magazine a les uns. Merci beaucoup. Alors, je dirais que Eden Kodjo était déjà sur une lancée, confirmant ce que nous disons tous les jours, c'est que le dialogue n'est que ce que les Congolais auront fait de lui. C'est-à-dire que sa nomination officialise, n'est-ce pas, la position de la majorité qui a toujours été que le dialogue sera interne aux Congolais, et que même ces offices à Eden Kodjo, ce sera de la facilitation au cas où il y aurait des blocages, et que tout se fera à partir du Congo, pour le Congo, et que les atermoiements des gens qui disaient « Oh, le dialogue made in ceci ou ceci-là », c'est de l'enfantillage. Il faut revenir à la responsabilité régalienne de l'État qui organise et fait vivre la République. Donc, quels sont les défis? Vous pensez, avant de parler des défis, vous pensez qu'il aura la tâche facile par rapport à certaines résistances des acteurs de l'opposition? Écoutez, le dialogue, c'est d'abord, il est national, appelé à être inclusif. Il n'est pas un dialogue obligatoire. Donc, ce qui est vrai, c'est que nous avons épuisé les temps d'attente, les temps de démonstration de notre bonne volonté, les temps de liberté des uns et des autres, de qualifier le dialogue de ce qu'ils veulent, et que maintenant, il est temps de poser des actes, et que ces actes là-bas ne sont pas des actes à poser aussi dans la légèreté, parce que quelque part là-bas, je rappelle qu'il existe des lois dans ce pays. Et pour revenir aux défis, rapidement, en une minute, quels peuvent être les défis majeurs que Kodjo doit relever? D'abord, mettre les Congolais en confiance, leur permettre de parler et de parler librement pour la construction de ce pays. Il ne faut pas se tromper, il ne s'agit pas d'un forum pour venir y faire des choses personnalisées, pour venir y faire sa démonstration de maîtrise de la langue française, mais plutôt un forum au cours duquel nous attendons des solutions par rapport à ce que nous avons appelé deux violations de la Constitution par la classe politique de l'opposition ainsi que la communauté dite internationale qui par deux fois ont violé les prérogatives constitutionnelles de la CENI en rejetant des calendriers électoraux sans avoir qualité ni titre. On revient à cela tout à l'heure, M. Momo. Alors, Christian Kitungwa, je vous rappelle que vous êtes fédéral de ADER. Quels sont les défis majeurs qui attendent Eden Kodjo? Merci beaucoup. Le défi majeur serait de mettre en confiance, comme l'a dit mon co-débatteur, le Congolais, parce que le Congolais n'a pas confiance en qui que ce soit.
compte tenu du comportement de la majorité, par rapport aux attentes de la majorité, parce qu'ils mettent déjà la charrue avant le bœuf, parce que avant Eden Kodio, il y a eu des consultations, et ces consultations c'était bien défini, et il y a quelque chose déjà cherché en avance. C'est pourquoi, qu'à cela ne tienne, Eden Kodio a eu un problème. Et ce problème, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le dialogue puisse traîner le pied. Il l'a reconnu, c'est par rapport à quoi? Parce que quand on veut dialoguer et que l'on veut déjà la solution à la fin, plutôt la solution avant de dialoguer, donc ça c'est déjà un problème. Et même quand on parle de la communauté internationale et tout consort, mais la majorité a toujours besoin que la communauté internationale dise un mot. Quand la communauté internationale dit qu'il faut le dialogue inclusif et sursaute pour nous faire du boom, pour nous dire que non, voilà, il faut aller au dialogue. Dans ces pays, il n'y a pas l'institution qui s'appelle dialogue national. Alors, nous avons accepté d'aller au dialogue, c'est pour dialoguer. Et qu'aujourd'hui, si nous allons dialoguer pour un calendrier consensuel, pour les élections apaisées, la CENI doit faire son travail. Quand nous allons au dialogue, ce n'est pas dire que nous qui sommes des acteurs politiques, nous allons proposer notre calendrier. Même pas. La CENI doit nous présenter un calendrier. Et c'est sur base de ces calendriers-là que nous allons travailler. Il doit y avoir de la matière pour que l'on travaille sur base de ça et que l'on dise, voilà, ça va, ça ne va pas, ça ne peut pas nous arriver à cela et on doit écarter cela. C'est dans ce sens-là. Mais la CENI joue maintenant dans ce cadre-là et on nous tire tout ça. Nous, on ne peut pas aller au dialogue pour que les acteurs politiques constituent ou élaborent un calendrier dit global ou consensuel. Donc c'est dans ce sens-là que je sais. On revient à vous, Abel Amundala, Eden Kodio finalement nommé, votre lecture à propos. Merci. Je crois que cette histoire est devenue même ennuyante parce que c'était déjà vécu, on pensait qu'on avait évolué, mais finalement on retourne toujours en arrière, dialogue, Eden Kodio. Il était déjà là, il a échoué, et quelqu'un qui a échoué, il revient, il n'y a pas de problème. Il a échoué au pays ou ailleurs finalement? Non, mais il a échoué et au pays et ailleurs, puisqu'il avait fait l'Europe pour les convaincre les autres, ce qu'il dit, mais il a finalement échoué, et il revient encore, je ne sais pas pour quel résultat on l'a encore ramené chez nous, alors que dans les petits Burundi, il a échoué, que dure du Grand Congo. Et nous sommes en train d'évoluer. Ces histoires-là de distraction, dialogue ou autre, ça ne nous concerne pas. Et puisqu'il est venu, et vous parlez des défis, je crois que ni la communauté internationale, ni les Nations Unies, ni les Occidentaux, encore moins Eden Kodio, encore moins la majorité au pouvoir, rien n'est au-dessus de la Constitution. Les défis qui attendent Eden Kodio à ces jours, c'est aller dans leur dialogue et faire respecter la Constitution. J'ai aimé quand Momo Moulako a dit ici que quelque part, ces pays ont des lois. Effectivement, ces lois existent pour qu'elles soient respectées. C'est dans ces perspectives que nous mettons les défis qui attendent Eden Kodio. Le respect de la Constitution par rapport à l'organisation des élections. Et si la question du respect de la Constitution, pourquoi ne pas y aller pour booster finalement qui est ce respect de la Constitution? En fait, le problème c'est par rapport à la philosophie et à la vision. Ces gens qui nous gouvernent nous inspirent une manque de confiance totale. Il est vraiment quasi impossible, et dans les chefs de la population, et dans les chefs des acteurs politiques, de leur faire confiance encore. C'est devenu impossible. Nous savons qu'ils cherchent leurs histoires de dialogue pour glisser et rallonger les mandats. Nous savons. Et nous qui pensions le respect des textes, nous n'avons pas besoin d'Eden Kodio. Nous qui pensions le respect des textes, nous avons besoin d'une tripartite. C'est parler entre la majorité, les acteurs politiques bien définis de l'opposition et la CENI en face pour dégager des solutions praticables dans l'ensemble et par tout le monde. Avec la CENI, une institution d'appui à la démocratie. Effectivement, une tripartite, ça veut dire majorité, opposition et CENI, on dégage un calendrier praticable par tout le monde. On n'a pas pas une forme de dialogue, M. Abel Amundala. Ça peut s'appeler dialogue, ça peut s'appeler tripartite, ça peut s'appeler consultation, mais l'essentiel dans tout ça, c'est le respect de la Constitution qui prime au-dessus de tout. D'accord.
ce moment où la Pouabelle parle de respect, de texte et d'une tripartite. D'abord, il faut commencer par lui demander est-ce qu'ils sont des opposants? À qui? Parler de la question. Non, parce que lui, il dit l'opposition. Qui? Eux, ils sont des opposants. À qui? Quelle est leur idéologie? Par rapport à qui? Lui, il est une ONG. Il est opposition comment? Allez-y. Non, mais je suis en train de m'interroger. Non, mais c'est moi qui lui pose. Je suis de l'opposition. J'ai dit plutôt, j'ai parlé de l'opposition. Abel, je t'ai pris de garder ton calme parce que je ne t'ai pas interrompu. Allez-y, monsieur Maman. Donc, qu'est-ce que je dis? Il parle de respect, Il de n'est texte. ni de l'opposition ni de la majorité, c'est une ONG. Allez-y. Oui, là. Abel Amundala, c'est Vision Nationale, ONG. Rien de plus, il ne peut pas dire opposition, nous, vous qui? Une ONG doit aussi parler aux politiciens. Ça, c'est quoi ça? C'est pas fait des amalgames. Alors, je voudrais dire. Par rapport au respect de texte. C'est ce que je dis. Le respect des textes dit. S'il parle par rapport à l'actuelle constitution, nous disons que l'actuelle constitution ne reconnaît qu'une seule institution d'appui à la démocratie qui est légitime, légale et même gardienne des élections dans ce pays. C'est la CENI. Il n'y a pas... C'est pour cela qu'il parle d'une tripartite autour de la CENI. Il n'y a personne qui peut aller prendre une partie ou même faire une bipartite, une tri, une quadri ou une quinquipartite. Ça n'existe pas. Il parle d'une chose et de son contraire. Et le respect de texte. Donc, c'est ça, je lui rappelle que c'est nous qui parlons de respect des textes. En respectant les textes, il n'y a même pas de tripartite. Un peu comme pour dire à son ami qui parlait, il n'y a pas d'institution appelée dialogue. Nous disons que si vous avez commencé par respecter les prérogatives de la CENI, on n'en serait pas là à dialoguer. Une fois, ils ont résisté. Deux fois, ils ont résisté. C'était une question de principe, ce moment, par rapport... Il n'est pas question de principe dans le respect des lois. Respecter les lois de la République, c'est les respecter. La CENI appelle, convoque les élections, les acteurs y vont en fermant leur bouche. Nous allons aux élections en obéissant à la CENI jusqu'au bout. Il n'est nulle part écrit que les acteurs politiques peuvent évaluer... la CENI aveuglement, sans observation, il n'y a pas d'aveuglement. Voilà une autre chose que les Congolais oublient. C'est qu'au sein de la CENI, l'opposition est là. La majorité est là. Et même la société civile d'Abel Amundala est là. Même si aujourd'hui il se prétend être opposition. Donc qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'au sein de la CENI, c'est un tout bien ficelé pour que personne ne monte au-dessus d'un autre. Hein? On a vu aujourd'hui des personnes qui ont beaucoup parlé, on les a mis dans la CENI et ils n'ont fait que ce que la CENI pouvait faire. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que oh, le dialogue, c'est que l'institution. Oh non, nous, pas question de dialogue. Nous, il n'y a rien. On respecte la loi. Et les dialogues que nous appelons afin d'obtenir un processus électoral apaisé et acceptable dans le délai constitutionnel. Qu'est-ce que je veux dire? Les délais, je vous ai dit, les seuls à fixer un calendrier électoral dans ce pays, c'est la CENI. Il n'y a ni majorité ni opposition qui peut dire... dans le respect de la Constitution. Monsieur, je vous ai dit que les prérogatives sont spéciales et spécifiques. Nous n'avons pas le droit, nous, de venir sur un plateau de télévision, moi, un républicain, un papa responsable, reconnu dans la ville comme responsable, je viens ici discuter des prérogatives de la CENI. Il n'y a rien à discuter dessus. C'est comme, par exemple, vous avez un procureur, c'est lui qui arrête. Le procureur va arrêter. Vous pouvez en changer 500 000. Le procureur ne fera qu'arrêter. C'est ça, c'est mon retour. Les prérogatives. Attendez, je vais juste chuter rapidement. Les prérogatives de la CENI, c'est ils pensent, ils organisent, ils évaluent les élections. Et nous, tout à côté là-bas, nous participons à travers nos délégués qui sont là-bas dedans. Personne ne nous donne à nous, la classe politique, les droits de nous asseoir sur un plateau de télévision. La CENI, non, il doit faire. Non, merci, personne. On revient à vous tout à l'heure. Je veux m'arrêter par dire c'est de l'outrecuidance, c'est de l'impudence, c'est de la liquéfaction du pouvoir d'État, c'est de la gouvernantise et quelque chose qui est en train justement
de dilapider la valeur de l'homme politique congolais. Christian Kitungo, la CENI évalue les élections. Et vous ne pensez pas que cela doit se faire également dans le cadre de délai constitutionnel? Merci bien, monsieur le journaliste. C'est bien beau que l'on plaisante ici en disant nous n'avons pas le droit de dire un mot quand la CENI sort son calendrier. Un calendrier qui n'est pas réaliste. Qu'est-ce que les acteurs disent? C'est nous qui participons. C'est nous qui allons aux élections. Ce n'est pas la CENI. Nous sommes en train de dire ceci, tout simplement. La CENI qui devait nous présenter le calendrier. Il nous présente un calendrier et même la majorité a accepté que ce n'était pas un calendrier idéal. Monsieur le journaliste, qu'on se comprenne tout de même. Nous sommes en train de dire des choses réelles. C'est comme ça que nous avons accepté d'aller au dialogue pour que la CENI nous présente un calendrier réaliste, pour qu'on en discute. Si aujourd'hui, la CENI nous présente de choses pratiquement qui n'est pas facile à avaler. Nous avons par exemple ce qu'on nous dit, non voilà, écoutez, il faut qu'on y aille parce que la CENI a dit tout ça. Mais quand nous refusons, je me rappelle l'autre fois, quand le pasteur Ngoïmou Lunda avait sorti son calendrier, c'était de douter de tout le monde. Mais il a décidé et tout le monde était parti. Mais la CENI, où est-ce qu'elle était, elle est arrivée en ce moment? La CENI nous demande, nous politiciens, de dialoguer pour que la CENI nous présente un calendrier. Est-ce que ce sont les prérogatives de la CENI de demander aux politiciens de dialoguer pour que l'on ait un calendrier? C'est peut-être pour éviter qu'il y ait encore de nouveaux rebondissements, qu'il y ait des refus de ce calendrier. Eux, la majorité, qui reconnaissent le pouvoir de la CENI et qui disent qu'il y a déjà le tripartite au niveau de la CENI, les partis politiques sont représentés. Et pourquoi ne pas encourager la CENI à aller comme ça, sans nous demander le dialogue? Et pourquoi ils ont convoqué le dialogue si réellement ils sont respectueux? Vous insinuez quoi? Qu'est-ce que nous disons? Nous disons que la majorité a échoué lamentablement. La CENI a échoué lamentablement. Maintenant, acceptons nos erreurs. Acceptons nos erreurs. Disons-nous, droit dans les yeux, que nous avons échoué, chers Congolais. Nous allons au dialogue pour harmoniser et que l'on fasse les élections dans les délais constitutionnels. C'est ça la loi. Nous sommes conscients qu'à présent, même par quelle magie, c'est impossible de faire les élections dites globales. Mais si, quant aux élections présidentielles, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. On a demandé, l'OIF a audité le fichier électoral. L'OIF a audité. Tout le monde était confiant de cette institution. On a accepté. Il parlait de 4 mois, quelque chose. Voilà, tout le monde, j'en arrive. Tout le monde était d'accord, tout le monde a dit ok, c'est bon, en tout cas c'est très bien. C'est très bien. Il faut réviser le fichier électoral. Maintenant, pourquoi ne pas respecter aussi le délai de l'OIF, le canevas qu'ils ont donné? Dans 3 ou 4 mois déjà, le fichier électoral devrait être révisé. Mais aujourd'hui, la majorité nous présente des options un tout petit peu compliquées. Et donc, par conséquent, qu'est-ce que nous disons? Nous devons aller au dialogue pour qu'on en trouve. Aujourd'hui, la majorité se précipite, c'est vrai. Et il fallait avoir la conclusion, déclaration UDPS, tout ça pour que l'on se précipite maintenant que les trains soient en marche. Hein? C'est bien beau, mais ce que nous acceptons est que l'on respecte le délai constitutionnel. D'accord. Abel Amounda, le délai constitutionnel, le respect, dans le format actuel, dialogue, et le mois qui reste, vous pensez que c'est possible que cela soit respecté? Merci. Avant d'arriver à la question, j'aimerais réagir à ce que Momo venait de dire tout de suite, c'est que... Monsieur Momo, s'il vous plaît. Monsieur Momo, je vous les concède, Allez-y. Et donc, au-delà, ou avant d'être acteur politique, avant d'appartenir à la société civile, on est tous Congolais et ces pays nous appartiennent tous. Vous avez le droit de et donc, on ne peut pas vouloir voler ces pays puisqu'on appartient à la majorité dite présidentielle. Non, ces pays nous appartiennent tous et nous tous nous avons le droit de donner notre point de vue à une question donnée puisqu'il s'agit de l'avenir de notre pays. Répondez maintenant à ma question. Merci, je reviens. Et puis, nous sommes en train de comprendre ici que lui-même,
il est pour le dialogue, au même moment, il est contre. Tu veux dire quoi? Et je ne sais pas par quelle magie on maintient de tels communicateurs dans une plateforme, parce que d'abord, il dit ici que la seule institution d'appui à la démocratie, c'est la CENI. C'est faux. Dans ces pays, nous avons plusieurs institutions d'appui à la démocratie. Vérité, réconciliation. Je vais dire, je vais lui parler du CESAC. Les élections. Les CESAC, c'est une institution d'appui à la démocratie. La Commission nationale des droits de l'homme, c'est une institution d'appui à la démocratie. Pour cette information, qu'il aille vérifier dans les lobbies des communicateurs de la majorité au niveau prévenu. Revenez maintenant à la question. On lui dira. Il dit ici qu'il faut respecter les textes, les prérogatives de la CENI sont imposables. Mais pourquoi il convoque le dialogue? Pourquoi la majorité se met même à genoux devant même des catcheurs pour appeler tout le monde au dialogue? Pourquoi ils le font si les prérogatives reviennent à la CENI? Pourquoi ils ne donnent pas les moyens à la CENI pour qu'elle soit à même d'organiser les élections dans les délais? Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut réviser les fichiers électoraux. La francophonie nous a donné un canevas, 3 mois maximum. Mais nous savons l'RG. Ils ne donnent pas les moyens à la CENI. Alors, comment on va respecter les délais tant qu'on n'a pas donné les moyens à la CENI? La CENI n'a besoin que des moyens. La CENI ne doit pas fonctionner comme elle fonctionne maintenant en étant une caisse de résonance de la majorité qui nous dirige. Ça devient une chanson régulière de parler d'une CENI caisse de résonance. Elle est un FOD. Les élections des gouverneurs ici l'ont prouvé. La CENI n'a observé que des ordres donnés par la famille qui nous dirige pour l'instant. Donc, toutes ces choses démontrent clairement que notre pays est pris en otage. Et si nous, en tant que Congolais, nous ne nous lèvons pas, ce pays servira à un groupe de gens. Comment respecter le délai constitutionnel selon vous? Merci, c'est clair. La CENI, dans son histoire de la révision du fichier électoral, doit être sérieuse. Ça veut dire, cette histoire d'appel d'offres pour rassembler les matériels, on doit dépasser cette étape. On doit faire du gré à gré. Ça veut dire on doit directement chez les fournisseurs et non pas passer par les sous-traitants. Non, on va directement chez les fournisseurs, on sollicite les matériels, les fournisseurs et les pays partenaires ont promis les soutiens par rapport au déploiement du kit sur le terrain. Dès 3 mois, on finira cette histoire de la révision du fichier électoral. Quant au gouvernement, c'est au gouvernement qui revient la grande responsabilité de donner les moyens. Les moyens conséquents. Les moyens conséquents pour que les élections se tiennent dans les délais. Et dès lors que le gouvernement n'est pas à mesure, c'est un gouvernement qui doit partir, démissionner et laisser le pays aux Congolais. C'est clair et net. Ils ont échoué, mais arrêtez, cessez, démissionnez. C'est tout ce que vous pouvez faire de mieux. Parce que vous n'avez pas été à même de faire le recouvrement, l'encaissement des moyens pour, au bout de 5 ans, pour que les élections de 2016 aient lieu et non pas nous distraire aujourd'hui avec cette histoire de dire on en a marre. Je vous montre votre action, on va évoluer avec une autre question rapidement. Votre action. Vous comprenez qu'on est en train de tourner en rond à partir du moment qu'on ne reconnaît pas que c'est la CENI et la CENI seule qui organise les élections dans ce pays. Les dialogues ne visent pas à prendre les rôles de la CENI et les donner à l'opposition et la majorité pour fixer. Nous faisons ceci et nous faisons cela. Non. Pour nous, à la majorité, quand on appelle les gens au dialogue, on les appelle pour changer les conditions d'organisabilité des élections afin que celles-ci ne deviennent pas, n'est-ce pas, un lieu où les gens viennent faire du punching ball, comme vous en avez vu ici. Il y en a même qui croient que nous sommes ici en train de plaisanter, alors qu'en réalité, nous leur disons ce qui est dans la loi fondamentale de ce pays. Donc nous disons avec beaucoup de sérieux que, écoutez, tout le monde d'abord, première chose, je rassure Abel, il est libre de mettre son point de vue. Mais encore faut-il dire ce qu'on est réellement. En tant que Congolais, il peut dire. Mais il ne peut pas dire qu'il est de l'opposition, alors que nous savons qu'il est ici en tant qu'ONG. Je n'ai pas dit ici que je suis... Il n'a pas dit de l'opposition en ce moment. Il a dit ça. Allez-y. Dans le premier discours, revoyez bien. Si vous faites le rewind, vous entendrez. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire? D'abord, vous êtes libre de mettre votre point de vue. De deux, votre point de vue n'a aucune valeur à partir du moment qu'elle empiète sur les prérogatives. Moi, je dis
que la CENI contient déjà en elle les ferments d'un consensus au départ. Et qu'ici, il n'est pas question qu'en appelant au dialogue, les gens viennent dire « Oh non, on ne donne pas les moyens ». Écoutez, le gouvernement, la fois passée, je crois en novembre 2015, a dit officiellement que nous avons donné autant d'argent à la CENI, qui n'en a rien fait. Le problème, c'est que la CENI en a pour quelque chose finalement. Je ne veux pas culpabiliser tel ou tel. Le gouvernement a fait son travail. Il y a eu un plan de décaissement qui a été discuté au Parlement et qui est respecté. L'argent est disponibilisé. Mais écoutez, la CENI n'est pas là pour faire la volonté propre à un camp. C'est un lieu de consensus déjà à la CENI. Et que si vous avez à dire, allez les dire à la CENI. C'est ça la difficulté. La difficulté, c'est que chez nous, à la majorité, quand on veut dire quelque chose, on s'adresse à la CENI. Mais eux, quand ils ont à dire quelque chose, ils s'adressent aux médias. Ils croient qu'en parlant aux médias, la CENI va entendre et s'agenouiller. Non, je crois plutôt que l'élégance politique, l'élégance managériale, c'est que vous sachiez quoi faire et où le faire. Il n'y a pas une question de moyens. C'est vrai que notre pays n'est pas le pays le plus riche, il n'a pas tous les moyens, mais la responsabilité consiste à savoir gérer les charges et les contraintes. Et justement, la CENI, en gérant les charges et les contraintes, s'est rendu compte qu'elle venait de donner 2 calendriers électoraux qui ont été chahutés et qu'il n'est prévu nulle part dans la Constitution qui est chahut de quoi? Des calendriers électoraux. Eh bien, elle en a appelé à l'autorité suprême du pays pour rassembler tout le monde, pour remettre les pendules à l'heure. Donc, les dialogues pour nous, ce n'est pas un haut lieu de fixation des calendriers électoraux, de fixation de priorités électoraux, mais c'est plutôt les lieux où nous allons nous asseoir pour remettre les choses sur les rails et permettre à la République d'évoluer et non pas retomber dans les discussions du genre, oh, le pasteur Ngoï Mulunda avait fait la révision du fichier en 4 mois, ce qui est entièrement faux. En 2006, la révision du fichier... On n'a pas parlé de la révision du fichier. La révision du fichier... Nous avons dit que c'était la proposition de l'OIF. La révision du fichier électoral en 2006 a pris 17 mois. Pour 2011, cela a pris 14 mois. Pour 2016, l'OIF, la CENI a besoin de 14-17 mois également. L'OIF, c'est un organisme extérieur qui est venu donner ce qu'elle peut donner comme expertise en tant qu'organisme extérieur. Mais ceux qui vivent au quotidien les contraintes sur terrain entre Malembankou et Kabonodianda, c'est nous, ce n'est pas l'OIF. Monsieur le journaliste, si l'OIF arrive à dire qu'il faut reviser le fichier électoral, là la majorité applaudit, parce que c'est à leur avantage. Mais on ne demande pas à l'OIF. Quand l'OIF vous dit dans 3 ou 4 mois, c'est facile de le faire, on ne demande pas comment le faire. Il faut demander alors à l'OIF, cette fois-là, que non, voilà, vous avez dit 3 mois, 4 mois. Comment est-ce que nous pouvons procéder? Parce que l'OIF a audité, vous avez acclamé. Mais demandez comment y arriver. Vous ne voulez pas. Et vous nous proposez 17 mois pour aller au-delà du délai constitutionnel. Non, mais c'est la CENI qui est une institution technique qui parle de 17 mois, M. Christian. Bien sûr, c'est la CENI qui parle de 17 mois. C'est ce que nous ne sommes pas d'accord. Parce que l'OIF qui a audité a accepté qu'il fallait réviser. Et quand il faut réviser, c'est 4 mois, messieurs le journal. Même par quelle magie. Faisons même les 4 fois 2. Faisons même les 4 fois 2. Mais si on y ajoute, finalement, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes? Prenons notre travail au sérieux. Travaillons quand même. Là où Nanga est, il doit aussi être conscient qu'il a le regard du peuple congolais et qu'il le regarde en cherchant l'alternance du pouvoir, en cherchant à voir un président demain. Alors, ce que nous allons constater, monsieur le journaliste, au-delà du délai constitutionnel, il y a vide juridique. Parce que la Constitution est claire. On dit le deuxième mandat, c'est les élections du président de la République qui sont bien définies dans la Constitution. 90 jours avant, on convoque. Aujourd'hui, la majorité nous chante une chanson. Oh non, voilà, le président restera en exercice jusqu'à l'installation. C'est le président élu, l'installation du président déjà connu. Le président reste en place, le président déjà connu. Et dans le cas contraire, qu'est-ce qui est prévu par la Constitution? Dans les cas contraires, monsieur le journaliste, qu'est-ce que nous disons?
Le deuxième mandat, je dis bien le deuxième mandat du président. Hein? Son deuxième mandat, je ne dis pas le deuxième élection ou quoi que ce soit. Deuxième mandat du président élu. Deuxième et dernier mandat. Deuxième et dernier mandat, le président, il y a vide juridique. Parce que surtout celui qui part, c'est son dernier mandat, il doit convoquer les élections. Si c'était pareil, donc chacun pouvait être au pouvoir et attendre seulement le deuxième mandat parce que le président doit rester au pouvoir jusqu'à ce qu'on installe le deuxième président. Avec vous, Abel Christian Mundala, on va parler de la rencontre de Bruxelles où le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, a eu à recevoir Moïse Katumbi et sa suite. Et finalement, la grande inquiétude que d'aucuns se posent, surtout à l'opposition, c'est qu'il y a eu une absence remarquable et remarquée de Vital Kamerhe. Quelle lecture faites-vous avec les lunettes d'analyste à propos? Merci. Puisqu'on a ouvert une parenthèse ici, permettez-moi de déplacer juste un petit mot. En 30 secondes, parce qu'on a par rapport à la fin du mandat en cours. La Constitution est claire. 90 jours avant l'expiration du mandat en cours, le scrutin présidentiel doit être convoqué. Ça veut dire le président élu. Il sera élu avant l'expiration du mandat en cours. Et pendant qu'il est élu, le président achève son mandat jusqu'à ce que le pays organise la remise et reprise et que l'autre parte, l'autre entre. C'est simple. Dès lors qu'il n'y a pas élection, l'autre qui arrive fait mandat. D'autant plus qu'il n'y a pas encore un autre président élu. Lui, il cesse d'être président de la République. La Constitution est claire. C'est le président du Sénat qui prend la commande. Lui qui est aussi dans l'illégalité. L'illégalité, c'est le pouvoir actuel qui l'a permis pour nous donner, pour nous mettre dans les flous, dans les jours qui viendront. Mais nous ne serons pas dans les flous et nous regrettons des professeurs d'université qui expliquent à tort et à travers les dispositions constitutionnelles et qui enseignent de surcroît les droits constitutionnels. On supprime la faculté des droits dans notre pays. Je reviens à la rencontre de Bruxelles. Je suis très content. Je suis très content par la technicité politique qui anime cet homme qui fait peur au pouvoir en place, c'est Moïse Katumbi. Il le reconnaît à ses jours. Il est là pour les rassemblements de tout le monde. Il se bat toujours et il prend toujours les devants. Avant qu'il ne soit dans l'opposition, il était difficile pour l'opposition de faire une déclaration commune, de prendre une décision commune. Mais à ces jours, c'est faisable et ce sont des choses qu'on vérifie et l'opposition est devenue très forte. Effectivement, la rencontre Tshisekedi Moïse à Bruxelles était sur les canevas d'un consensus autour du combat pour obtenir les élections dans les délais constitutionnels, mais aussi dans les soucis du rassemblement pour un candidat commun et unique de toute l'opposition en entièreté. Vital Kamerhe ne s'est pas présenté. Il a les raisons, il connaît lui-même les raisons pour lesquelles il ne s'est pas présenté. Mais on parle déjà d'une trahison. À ce stade, non, c'est difficile qu'on parle. C'est difficile qu'on parle d'une trahison. Parce que nous avons suivi Moïse ce matin. Il a encore dit que les rassemblements est encore possible. Dans 3 semaines, nous aurons les noms de celui qui sera désigné comme candidat de l'opposition. Il a été clair, il a dit ça sera soit Tshisekedi, ça sera soit Vital Kamerhe, ça sera soit lui-même Moïse Katumbi. Et donc, les voix du si pour cette absence remarquée sont encore là. L'opportunité de se retrouver. La candidature commune à l'opposition est possible. Elle est encore possible, donc nous minimisons. C'est plutôt la majorité au pouvoir qui est sautée sur cette absence pour nous distraire et nous faire sortir du débat du respect constitutionnel et nous mettre dans l'état d'esprit d'une quelconque division au sein de l'opposition. Non,
l'opposition de Moïse Katumbi ne sera jamais divisée. L'opposition de Moïse Katumbi lui-même, qui a pris le devant, sera toujours unie et bientôt vous aurez... M. Momomola, bien qu'à la majorité, vous pensez que la candidature commune de l'opposition est possible. Quelle lecture faites-vous de cette dernière rencontre de Bruxelles? Vous avez entendu que Abel a failli nous casser de tous les comptes ici, avec des déclarations plus ou moins civiles qu'il nous a données. En réalité, l'opposition est ce qu'elle est. Elle n'a pas changé. Nous n'avons pas vu les communiqués communs, je ne l'ai jamais entendu. J'ai vu son leader aller demander la bénédiction ou le baptême de l'opposition auprès de quoi? De notre papa à tous, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Mais la réaction d'Étienne Tshisekedi n'a pas été celle que l'autre est en train de nous donner. Il s'est dit non, Tshisekedi, je l'ai reçu dans le cadre des concertations où lui, Tshisekedi, représente l'alternance par rapport au pouvoir en face, et il consulte tous ceux-là qui peuvent l'aider à obtenir cette alternance. Donc, que Moïse fixe un délai... Non, mais il y a eu quand même un communiqué final qui a sanctionné cette rencontre de Bruxelles. Non, il y a les communiqués, c'était celui de l'UDPS. Il n'y a pas eu un communiqué final. Bien sûr, un communiqué de l'UDPS signé, oui, c'est ce que je vous dis. Le 4 avril par Dr André Kabanda, c'est ce que je représentant de Tshisekedi. Je vous dis que c'est ce que je vous donne. C'est Tshisekedi qui consulte et lui qui va chercher un adoubement, une reconnaissance, un baptême au sein de l'opposition. Mais malheureusement, ça n'a pas été dit dans le communiqué, c'est plutôt par rapport à la faisabilité des élections. Moi je suis en train de lire avec l'œil du politicien non concerné. Donc entre eux là-bas, il y a un qui croit que c'est lui qui rassemble l'opposition, il y a un autre qui dit que c'est moi le leader naturel. Il y a un autre qui dit que non, moi je ne suis pas venu à l'opposition pour faire carrière dans l'opposition, moi je dois prendre le pouvoir. Vous comprenez qu'il y a... il y a un peu de... Moïse Katumbi promet d'ici là, ils vont se mettre d'accord finalement pour avoir... Ce n'est pas à lui, il n'a ni l'âge, ni l'expertise, ni la position pour dire ce que l'opposition va faire. On lui dit déjà, j'ai vu d'autres acteurs politiques qui disent, mais mon frère, vous faites 60 jours ayant déclaré que vous êtes dans l'opposition, et en 60 jours, vous devenez déjà notre leader. Donc il y a un peu une certaine... L'opposition, c'est pas un problème de jour, mais plutôt un problème d'état d'esprit aussi, M. Momon. Non, c'est une question de boulimie. Dans le cadre de notre frère, c'est la boulimie du pouvoir. Comme nous l'avons aidé à partir face à son échec et son incapacité à être constant sur le plan idéologique, nous l'avons aidé à partir. Maintenant, il croit que de l'autre côté là-bas, il peut jouer un peu avec les autres. Non. Écoutez, ça fait quand même 34 ans. 34 ans de vie politique dans l'opposition, les autres ils ont quand même 5-6 ans. Donc je ne fais pas le plaidoyer de Tshisekedi, je leur dis arrangez-vous si vous pouvez, mais nous avons déjà des atouts pour vous battre parce que nous avons un discours, vous n'avez pas encore nous avons un bilan, vous n'avez pas de candidat. Nous n'aurons de candidats que lorsqu'il y aura un calendrier électoral. Et c'était ça la position de Tshisekedi, c'est la position de Vital Kamerhe, seulement il n'y a que leur leader, son leader à lui, monsieur de l'ONG qui est affilié au candidat, il m'avait déjà dit ça, une fois, je ne sais pas si je me trompe. Revenons à la question que nous parlons. Il a fait allégeance. Parlons des idées. Nous parlons des idées, bien sûr, que lui représente ici, que lui, son ONG a fait allégeance au candidat Katumbi. Et nous disons que rassemblez-vous autant que vous pouvez. Nous avons un discours, nous avons des arguments, nous avons la même prise du terrain. Candidat pour le moment. Écoutez, nous, notre problème, c'est que nous maîtrisons la situation et nous prenons le profil qu'il faut, nous les plaçons dessus. Merci. Cette histoire là-bas, je vais terminer, excusez-moi, juste par dire, cette histoire là-bas d'alternance, nous allons alterner, bien sûr. Nous allons proposer mieux que ce que eux proposent. Merci. Christian Kitungwa, candidature commune à l'opposition, est-ce que c'est possible? Pourquoi pas? Pourquoi pas? François n'est même pas concerné. C'est possible, c'est possible. Je me pose une question tout d'un coup. En quoi ça concerne la majorité, le problème de l'opposition? En quoi ça concerne
le choix d'un candidat à la présidence, en quoi ça concerne la majorité et pourquoi ça tracasse la majorité au pouvoir. Et comment est-ce que les gens sont en train de pleurnicher comme de bébés? Ils ont en face de vous quelqu'un de chez vous. De l'opposition, bien sûr. Oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de commentaires à faire sur le choix de tout un chacun. Quand quelqu'un choisit son papa, vous n'avez pas de choix. Le goût et les couleurs ne se discutent pas. Donc, ce que nous disons, c'est quoi? Le G7 est libre parce que chaque formation ou plateforme a la liberté, plein droit de se choisir leur candidat à la présidence. Mais l'opposition, nous préférons à ce que le candidat que nous allons choisir soit un candidat connu de tous et consensuellement qu'on le fasse. Et mon co-débatteur ici à ma droite l'a dit, Moïse Katumbi fait des démarches à ce qu'il soit et que l'on ait un candidat. C'est vrai, François Mamba concerné ou pas, nous sommes une opposition républicaine et nous nous disons c'est mieux que l'on soit tous inclus, tous pour que l'on fasse au même moment l'action et ça sera l'action consolidée et on aura cette potentialité. Voilà, on aura cette potentialité d'affronter cette majorité qui est déjà inféodée. Alors, d'ailleurs, que nous allons au dialogue pour signer leur acte de décès parce qu'ils ont échoué. Par quel mécanisme? Non, ils ont échoué. Quand nous allons au dialogue, c'est pour dire quoi? C'est pour aller leur dire que non, vous avez échoué d'organiser les élections et l'argent d'organiser les élections, vous avez construit l'immeuble intelligent qui n'était même pas budgétisé. Et quand on parle du détournement, vous croyez que c'est quoi? Le détournement, c'est sortir l'argent qui n'était pas prévu. D'accord. C'est ça le détournement. D'accord. Les avions qui n'étaient pas prévus, mais on finance. Merci. Avec la Mondala, finalement, par rapport à cette question avant de la réforme de la candidature commune de l'opposition, vous pensez que c'est faisable dans le temps qui nous reste, vu la diversité d'opinions au niveau de l'opposition? La candidature commune, c'est une question d'actualité et la personne qui a pris les devants pour qu'on en arrive à cette candidature commune de l'opposition, c'est Moïse Katumbi. C'est lui qui a dit, j'ai continué à consulter, j'ai fait des consultations. Ça veut dire, lui, il a pris les devants, il est parti vers les autres. Ce n'est pas pour... ce n'est pas ce que... On peut passer par le il est en train de dire ici, non, c'est lui qu'on reçoit ou c'est lui qui reçoit. Non, nous, on n'est pas dans ça. Nous, on est à une phase de consultation. Et donc, c'est encore possible. On ne peut pas parler de vouloir les élections dans les délais constitutionnels. Je vous rappelle que nous sommes à 6 mois de la convocation du scrutin présidentiel. Parce que la Constitution est claire, 90 jours, ça veut dire le mandat du président Kabila termine en novembre. Nous reculons de 3 mois, on a déjà un président élu. Donc à 6 mois, on doit avoir un président élu. Et comment voulez-vous qu'à 6 mois, qu'on ne puisse pas avoir un candidat? Non, à 6 mois, on doit afficher les ambitions. En 6 mois, on doit avoir des propositions concrètes à donner à la population. Et pour les G7, cette proposition concrète qu'on a à donner à la population, c'est Moïse Katumbi qui a prouvé de par sa gestion dans cette province du Katanga. Tout le monde a été bénéficiaire de ces programmes que le gouvernement central a intercalés à tout moment. Mais ce moment en est le premier bénéficiaire parce que, comme je l'ai dit une autre fois, sa santé les témoigne. Il est le fruit de Toumetchika Mateso. Donc, Toumetchika Mateso, nous en avons encore besoin au niveau cette fois-là national. Je chute pour dire ceci. Le G7 n'a donné que le temps. Le G7 a donné sa proposition. Kamere a été clair, même s'il a dit que ce n'était pas le moment. Mais au moins, il a reconnu que son parti, la coalition à laquelle il appartient, va aussi se réunir bientôt. Bientôt, pourquoi? Pour désigner aussi son candidat, qui sera soit Kamere,
qui sera soit Katumbi, qui sera soit Tshisekedi. Voilà. Ça veut dire, son cas va se prononcer, finalement, Etienne Tshisekedi va se prononcer. Moïse l'a dit ce matin, lui qui a pris le devant des consultations et du rassemblement de toute l'opposition, il a dit dans 3 semaines, nous aurons, dans 3 semaines, nous aurons la réponse, que la majorité ne s'agite pas. C'est le moment aussi pour elle de se choisir un candidat. On va refermer ce magazine par une question d'actualité qui concerne la ville de Lubumbashi, au Katanga. C'est notamment la hausse de prix de sacs de farine. Finalement, en ce moment, comment ou quelle lecture faites-vous par rapport à la situation qui compte actuellement des ménages? Je suis heureux que j'ai été plébiscité bénéficiaire de Tchoumanchou comme mais je sais que même les travailleurs de chez M. Soliano Moïse Katumbi Tchapoué n'ont jamais bénéficié de ça. Je ne sais pas par quelle magie, moi, fonctionnaire public, avec 80 000 francs de salaire, je peux bénéficier. Par quelle manière? Mais je vais vous expliquer. Non, je suis né déjà avec beaucoup trop de kilos. J'ai grandi comme ça. Je n'ai rien changé. Vous verrez que même... Non, Tchoumanchou Kamateso n'a rien apporté. Au contraire, il nous a dépouillés. Je vais vous expliquer comment. Quand monsieur et son patron entraient en scène, nous, en tant qu'experts dans le domaine agroalimentaire, nous nous sommes réunis à la corporation des hommes d'affaires qui a importé des engrais, des intrants agricoles pour nous mettre à la disposition de son ministre de l'Agriculture. Nous lui avons dit que tous les pays environnants, la Zambie, la Tanzanie, le Zimbabwe, le Malawi, tous les pays avaient des programmes d'aide agricole financés par les gouvernements qui récupérait évidemment son argent. Il mettait une première mise et ensuite il le récupérait à travers les commerçants qui œuvrent dans le secteur. Nous avons proposé un plan ingénieux. Vous savez quelle a été la réponse? Sa réponse a été, il n'a pas 40%. Nous avons dit merci beaucoup et curieusement, l'année qui suivait, ce sont ses oncles qui débarquaient avec leur facilité de fourniture des mêmes produits que nous on fournissait. Et l'année même, la mesure tombait 500 hectares pour entreprise minière et toute entreprise minière qui ne va pas acheter auprès de ses oncles là-bas, eh bien, cette entreprise minière voyait ses exportations gelées, ceci, cela, toutes les contraintes politiques dont vous êtes capable. Et à la fin, les 500 hectares n'ont rien donné sur le plan pratique. Ils en sont venus à aller prendre maintenant 1 milliard d'argent à Kinshasa. On leur a donné la moitié ou des choses comme ça. Ils sont venus avec ça ici, ils ont pompé toute la structure économique et agricole de ce pays, non, de cette province, avec des engrais, des maïs importés. Moi qui vous parle, j'étais le représentant d'une entreprise zambienne des semences. Eh bien, monsieur a trouvé mieux d'aller négocier avec cette entreprise, de l'amener ici, de leur donner des facilités, tout ça, pour prendre juste les affaires des commissions et qu'on sort là-bas. Ils ont fait tout ça, et au finish, le programme là-bas... Pourquoi en est-on arrivé à ce que la population connaît aujourd'hui? Non, mais comment? Je vous dis, le problème c'était, la priorité c'était d'acheter des avions privés, la priorité c'était d'acheter des avions pour Mazembe, non, la priorité c'était... La situation est... Mais je vous dis, non, la situation était pire, parce que cette situation, j'en viens maintenant à la situation de la farine. La situation de la farine est celle-ci. Chaque année, entre février et mai, c'est-à-dire entre la période où on met les derniers engrais et la période où on récolte, tous les pays qui vivent de l'agriculture, la Zambie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, l'Angola, la Namibie, connaissent une période d'incertitude. Et durant la période d'incertitude, ce qui est bon, c'est que les affaires soient gérées d'État à État. Or, ce qui se passe ici à Lubumbashi, c'est que 70% de la farine que les gens consomment dans leur maison, c'est de la farine qui sort par les bilanga. Les gouverneurs ou le gouvernement provincial katangais, connaissant son incapacité à organiser l'importation massive de la farine en Zambie, cautionne une certaine illégalité. Et même Moïse Katumbi en a été l'un des acteurs majeurs. Alors, quand on maîtrise cette structure là-bas, durant la période d'incertitude ici, la Zambie freine. Parce qu'en fait, la farine qui sort par les bilanga, il n'y a ni statistique,
ni impôt sur l'exportation, il n'y a rien. D'accord, M. Momon, c'est compris. Non, vous n'avez rien compris parce que si vous avez compris, c'est que vous ne comprenez rien. Alors, la vérité, c'est que... 45 secondes, rapidement. Oui, merci beaucoup de votre manque de temps, mais la vérité, c'est que comme il y a ce désordre là-bas au niveau de quoi et que la Zambie gère, la solution aurait été que le gouvernement provincial puisse entrer en contact avec la Zambie qui libérerait illico toutes les zones de farine. Moi, j'ai été en contact avec le gouverneur élu de la province. Malheureusement, il doit prendre ses fonctions demain, lundi, je crois. Il prend ses fonctions lundi ou mardi ou quelque chose comme ça. Et les contacts sont pris pour que la Zambie libère des tonnes et des tonnes de la farine. Et cette crise ici, passagère, va aussi être résorbée. Et lui, le gouverneur élu, a promis une politique agricole responsable de manière à ce que nous ne puissions pas exclusivement dépendre de produits zambiens. Donc, qu'on ne nous dise pas ici, oh c'est elle, non. Ces gens là-bas ont agi dedans. Et c'est nous, avec Jean-Claude Kazembe, qui allons donner la solution. Monsieur Christian, votre lecture par rapport à cette situation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai un peu rigolé parce que le même discours, c'était aussi avec Moïse Katumbi. Hein, ce sont les gens de la majorité qui ont plébiscité Moïse Katumbi, Grand Lac, le meilleur gouverneur. Monsieur Momo ici a parloté dans le média. Tout ça, le potentialité de... S'il vous plaît, non, je ne peux pas accepter de la courtoisie. Moi, je ne parle pas, monsieur. Moi, je ne parle pas. Soyez courtois, s'il vous plaît. D'accord, c'est compris. Donc, ce bien, on peut balbutier partout. Voilà, tout ça. Dans le média, c'est la majorité qui a plébiscité Moïse Katumbi, meilleur gouverneur. Aujourd'hui, le gouverneur que nous saluons, Jean-Claude Kazembe, aujourd'hui, M. Momo parle la main sur la poitrine. Il le va faire. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Moïse Katumbi. C'est là où je suis en train de signaler, hein, d'interpeller même le président de la République, que les gens de la majorité sont en train de l'induire en erreur. Et même lui, quand les gens de la majorité parlent, il sait qu'on est en train de le flatter. Parce que ce qu'ils ont dit de Moïse Katumbi hier, ce n'est pas ce qu'ils disent aujourd'hui, parce qu'il a levé les talons contre eux. Donc, le problème de publicité, tout ça, de dire celui-ci a fait, celui-ci n'a pas fait, bon, ça ne nous concerne pas. Mais si aujourd'hui la situation, il y a crise, monsieur le journaliste, il y a un adage qui dit, il n'y a pas une mauvaise troupe, mais un mauvais commandant. Donc, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est le commissariat qu'on nous a mis ici, illégalement, illégitime, qui ont parasité, et aujourd'hui ils nous amènent à ceci. Donc les gens non préparés, les gens je dirais, je ne sais pas cursus ou quoi, mais ce que nous disons c'est quoi, ils sont responsables, parce que moi personnellement je suivis le commissaire titulaire après avoir été en contact avec le consul de la Zambie, mais ce qu'il a dit, c'était désolant. C'était désolant. Donc c'est pas ce que la population attendait. Et ça nous a tous mis dans une situation désespérée. Ça, monsieur le journaliste, c'est un problème managérial. Celui qui est au pouvoir doit être un grand manager. Et depuis qu'il y a un problème de farine, est-ce que vous avez déjà suivi que le commissaire titulaire s'est déplacé pour aller négocier? Parce que nous savons que la farine vient de la Zambie. Est-ce qu'ils se sont déjà déplacés? Est-ce qu'ils ont fait un mouvement? Il n'y en a pas. D'accord. Donc nous acceptons que non, voilà. Ils sont là et qu'ils attendent, comme notre co-débatteur l'a dit, le gouverneur Kazembe. Nous ne savons pas ce qu'il va nous apporter aussi. Cette période de transition de 3 mois, on a vu ce que ça nous a apporté. Chabel Amundala, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre cette question? C'est la conclusion déjà? Non, vous allez conclure. Merci. Merci parce que cette affaire de la farine fait la campagne de Moïse. À moins Moïse qui n'est plus de la majorité présidentielle, il est dans l'opposition aujourd'hui, mais l'incapacité ou la mauvaise gestion de la majorité présidentielle au pouvoir actuel
fait la campagne de Moïse. Aujourd'hui, toutes les mamans nigériennes qui parlent Moïse tout, quoi pibunga. Pourquoi? Parce que ces mamans-là savent la capacité de la diplomatie agissante de Moïse Katoum. Mais ce moment a dit ici que Moïse était les problèmes dans la crise. Au même moment, il donne aussi, il dit que non, pendant cette période, ça a toujours été une période de crise, donc il est en train de démager Moïse encore lui-même. Donc les choses sont claires. Moïse a facilité que dans son programme de Toumeto Kamateso, que la problématique de la farine soit résolue. Mais c'est le gouvernement national qui a encore bloqué son programme. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer les conséquences. Mais le programme de Toumeto Kamateso, il est encore là, il est en train de revenir avec force. Mais c'est le moment où on nous dit ici qu'il est fonctionnaire avec un salaire de 80 000 francs. Ça me démontre déjà combien nos fonctionnaires souffrent. Ayez votre mal à patience, le meilleur est en train de venir. Au même moment, il est fonctionnaire, au même moment, il est homme d'affaires. Au même moment, il est dans les entreprises agroalimentaires. Et donc, j'ai conclu en disant ceci. L'absence de Moïse dans cette province s'est fait déjà sentir. Et même ce que Moïse faisait, ce n'était pas dans les prérogatives d'un gouverneur, c'est dans les prérogatives du gouvernement central. Le gouvernement central qui était incapable à l'époque d'assurer l'alimentation des Congolais, alors a permis à ce que Moïse puisse prendre par souci, par compassion, par amour aux compatriotes. Il a pris les devants et il résolvait la solution. Et aujourd'hui, nous pensons à lui, parce que s'il était là, on ne serait pas arrivé à ça. Je vous accorde 60 secondes pour un résumé. Nous sommes en train de finir. Merci. Je vais conclure en disant ceci. Peuple congolais, ouvre l'œil. Mouzé Kabila nous a dit, prenez-vous en charge. C'est le moment de nous prendre en charge. Ce pays nous appartient tous. Un groupe d'individus ou un individu ne peut pas les prendre en otage pour des intérêts égoïstes. Non, jamais. Nous avons des lois qui nous régissent. C'est ces lois qui nous mettent ensemble parce que nous avons des visions différentes. Chacun veut apporter sa vision dans le pays. Et donc, pour qu'il y ait harmonisation de toutes les visions doivent converger dans le respect des textes. Et dans le respect des textes, il y a 2 mandats pour un président de la République. Alors, le président actuel court la fin de son mandat. Rassemblons-nous, réclamons cette alternance, la première dans ces pays, parce que les propositions qui sont en face au regard de l'opposition sont les meilleures. Déjà, il y a un nom qui sortit, c'est l'un de Moïse, qui va revenir avec Toumeto Kamateso que nous soutenons. Merci. Christian Kitunga, votre résumé. 1 minute. Merci. J'ose espérer que nous sommes à l'étape qu'on doit sérieusement réfléchir. Évitons la politique de la terre brûlée, parce que même ceux-là qui viennent demain trouveront cette terre. Alors si vous prenez la gestion et que demain vous allez passer au pouvoir, aujourd'hui vous devez conserver cette terre. Nous demandons au peuple congolais d'accepter et d'aller massivement au dialogue pour que tous puissions dialoguer pour éviter les chaos et amener ce pays au bon train et aux élections apaisées. Les élections n'ont de démocratie que quand d'une élection à une autre, on améliore. D'accord. Anthony, pardon, monsieur Maman. Je crois que mes amis ont parlé. Alors, je dis ceci. Moi, je dis ici que les mamans là qui disent les mêmes mamans ont dit hier que cet homme là-bas haussait les prix de la farine. Ils ont hué, ils ont conspiré quand le prix a baissé. Nous sommes dans une période de soudure entre des gens qui expédient les affaires courantes, les commissaires spéciaux. Il ne faut pas leur en tenir rigueur. Ils sont limités sur le plan managérial et financier. Et dès que le gouverneur prend les fonctions, vous aurez à les juger. C'est au gouverneur qu'il faut s'adresser. Il ne faut pas comparer les commissaires qui sont constitutionnels parce que promus par la Cour constitutionnelle et ils seront remplacés par un gouverneur élu. C'est contre lui qu'il faut se comparer. Je préviens que Mukubwa Kazembe, l'excellence Kazembe, il n'a pas que la parole, il a aussi les actes, parce que c'est un grand manager. Alors, je vais conclure par dire le respect des textes
mes chers amis, qu'on ne vienne pas vous dire que la Constitution, c'est l'article 20 ou l'article 2. La Constitution, c'est tout. Il faut tout respecter. On respecte les prérogatives de la CENI. On va au dialogue, on ne brise pas les prérogatives de la CENI. On respecte les prérogatives de tous et de chacun de manière à ce que ce pays puisse progresser. J'ai beaucoup aimé la conclusion, bien que le développement de notre autre ami de l'opposition n'a pas été bon. Sa conclusion a été bonne dans la mesure où nous devons savoir que nous n'avons que ce pays. Il y a des gens dont leurs leaders ont 6 ou 7 nationalités. C'est connu de tout le monde. Alors ils vous disent, brisez, parce qu'eux, ils ont où fuir. Mais nous n'avons que ce pays. Nous ne pouvons aller nulle part. Nous allons le préserver. Nous allons respecter la Constitution qui dit que c'est seule la CENI qui convoque les élections et les organise et les évalue à travers les jugements de nos amis de la Cour constitutionnelle, et nul autre dans le pouvoir, en dehors de la CENI, d'organiser les élections. Donc, le président de la République, jusqu'à ce qu'il y ait un président élu à qui il tendra le micro, reste en fonction. Et cela n'a rien à voir avec ma volonté, ni celle d'un autre. C'est la volonté de la constitution de ce pays. Voilà, madame, monsieur, ce magazine se referme. Merci à monsieur Momo d'avoir accepté notre invitation. C'est mon devoir. Merci à M. Augustin Abel Lamundala d'avoir accepté de travailler avec nous dans ce débat républicain. C'est plutôt moi qui vous remercie. Merci à Christian Kitongwa. C'est moi qui vous remercie. Voilà, ce magazine passe dimanche à 20h30. La rediffusion lundi 14h. Nous passons régulièrement sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur YouTube, Carrefour d'analyse, d'ici à ce que l'on se retrouve. Facebook, quoi. Portez-vous bien chez vous. Au revoir.